Une jeune femme revient du travail et elle espère que son amie ne soit pas malade puisqu'aujourd'hui, elle ne s'est pas présentée au bureau. Hey, salut! Ah, je pensais que t'étais malade, mais t'as juste fait de pleurer toute la journée. Mais je suis malade, personne ne me comprend. Un peu plus tôt dans la journée. Bonjour madame, mon médecin dit que je fais une dépression et que j'aurais besoin d'un congé de maladie. Besoin d'un congé? Je suis sûre que c'est juste parce que tu veux prendre des vacances au soleil. La dépression, c'est pas vraiment une maladie, voyons. Ah, je suis tannée, là! Même notre patronne le pense que tu t'es mangé des problèmes. Faudrait juste que tu te bottes les fesses pour que tu puisses t'en sortir. Ce ne sont que quelques-uns des préjugés à propos de la dépression. En fait, la dépression est réellement une maladie. Selon la définition du Larousse, la dépression est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi et un ralentissement psychomoteur. La dépression n'est pas une maladie rare, il peut être fréquent d'en souffrir. Le saviez-vous? Approximativement 8% des adultes souffriront d'une dépression majeure à un moment dans leur vie. Les études montrent que 45 à 70% des tentatives de suicide sont associées à une dépression et que 10 à 20% des personnes déprimées meurent par suicide. Également, la dépression fait plus de victimes que les accidents de la route. Le nombre de suicides par année au Québec est de 950, alors que le nombre de morts pour les accidents de la route est de 600. De plus, les études montrent des taux plus élevés de dépression chez les femmes que chez les hommes. Le ratio femmes-hommes est de 2 pour 1. Afin de mieux comprendre les effets de la dépression sur le cerveau, il est nécessaire de décrire globalement son fonctionnement. L'ensemble du système nerveux est un centre de communication hautement spécialisé. Il comprend des cellules gliales et des neurones. Les premières assurent le support au système nerveux, tandis que les neurones sont des cellules capables de produire une activité électrique nommée influx nerveux. L'influx nerveux se forme au niveau du cône axonique et il est transporté jusqu'à l'extrémité de l'axone. Il arrive à la synapse où il existe une discontinuité entre les deux neurones que l'on appelle la fente synaptique. Afin d'assurer la transmission du message, il se produit une entrée de calcium dans la cellule nerveuse. Ainsi, cela provoque l'exocytose des vésicules synaptiques qui libèrent les neurotransmetteurs. La fixation de ces molécules à un récepteur provoque la formation d'un potentiel électrique dans le second neurone, ce qui contribue à la continuité du message. Les neurotransmetteurs peuvent ultérieurement être éliminés de la fente synaptique de 3 manières: par diffusion simple, par métabolisme ou par recapture par le premier neurone. Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau lors d'une dépression? Voici une partie des différents neurotransmetteurs dans le système nerveux qui sont impliqués dans la dépression. L'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine. Ces différents neurotransmetteurs sont impliqués dans plusieurs mécanismes de régulation en lien avec la dépression tels que l'humeur, le sommeil et l'alimentation. Le système nerveux des personnes déprimées montre une diminution de l'activité de plusieurs de ces neurotransmetteurs. 3 substances sont principalement impliquées dans la dépression, soit la dopamine, la noradrénaline, mais surtout la sérotonine. Selon la nature des récepteurs, la sérotonine peut déclencher des excitations ou des inhibitions dans le neurone qui porte les récepteurs. En raison de la diversité de ces récepteurs, il peut y avoir des effets multiples pour une même molécule, ce qui explique les phases maniaco-dépressives. De plus, la région du cortex préfrontal la plus affectée, autant pour la dépression que la phase maniaque, est le cortex ventromédian. Également, le cortex ventromédian est très impliqué dans le sentiment de plaisir et de renforcement positif et possède de nombreuses connexions avec d'autres régions du cerveau responsables de la régulation de l'humeur. Pour finir, grâce aux techniques d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il est maintenant possible d'associer les troubles divers liés à la dépression à des dysfonctionnements de certaines régions du cerveau. La dépression se traduit donc par une diminution globale de l'activité cérébrale dont certaines régions sont plus particulièrement touchées, comme le cortex ventromédian. Le DSM-5 est un outil présentant les différents critères pour être caractérisé de dépressif. 5 nouveaux symptômes sur 9 doivent être présents pendant une même période de 2 semaines. Au moins un des symptômes doit être une humeur dépressive ou une perte d'intérêt. De plus, il ne faut pas inclure les symptômes qui peuvent être associés à une affection générale. Le premier critère est une humeur dépressive présente pratiquement toute la journée et presque tous les jours signalée par le sujet ou observée par les autres.
Le deuxième est une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités presque tous les jours. Le troisième est une perte ou un gain de poids significatif en l'absence de régime. Le quatrième critère est une présence d'insomnie ou d'hypersomnie presque tous les jours. Le cinquième est une agitation ou un ralentissement psychomoteur presque tous les jours. Le sixième critère est une présence de fatigue ou de perte d'énergie presque tous les jours. Le septième est un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée presque tous les jours. Le huitième est une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer presque tous les jours. Le dernier critère est des pensées de mort et des idées suicidaires récurrentes sans plan précis, une tentative de suicide ou un plan précis pour se suicider. Il peut y avoir différentes causes pour la dépression. Parmi celles-ci, on compte un deuil, un manque de contact social, un conflit relationnel, un stress associé à l'emploi, un stress associé à la santé physique, un problème de dépendance, des changements hormonaux et un changement de saison. Les conséquences à long terme de la dépression peuvent augmenter le risque de certaines maladies cardiovasculaires. En effet, la dépression est associée à un risque plus élevé de problèmes cardiaques ou d'AVC. Les chercheurs soutiennent également que les personnes dépressives sont moins portées à faire de l'exercice et à bien s'alimenter. Par ailleurs, la dépression pourrait accélérer légèrement l'apparition du diabète de type 2 chez les personnes à risque. En effet, certains médicaments peuvent accroître l'appétit et occasionner un gain de poids. On remarque également que le système immunitaire devient plus faible et que la dépression peut aussi mener au suicide. La dépression a également des impacts sur l'entourage de la personne atteinte. En effet, les enfants de celle-ci ont tendance à fuir le regard, à pleurer souvent et à avoir de la difficulté à dormir. Ils ont parfois aussi des troubles affectifs, des troubles anxieux, des troubles de conduite et des déficits de l'attention. Les plus jeunes peuvent également être moins autonomes, avoir des interactions plus limitées et un rendement cognitif moins élevé que les autres. En ce qui concerne les adolescents, ils sont plus enclins à développer des dépendances aux drogues et à l'alcool. La relation conjugale de la personne atteinte peut aussi être ébranlée. Le conjoint peut se questionner sur le comportement de l'autre. Il ne comprend pas son isolement et son manque d'énergie et de désir sexuel. L'incompréhension du conjoint peut mener à des perturbations familiales telles que la rupture conjugale. Il y a différents traitements pour la dépression, dont la pharmacothérapie, la psychothérapie et les autres thérapies. La pharmacothérapie est l'un des principaux traitements de la dépression, malgré que les 2/3 des patients ne connaîtront pas de rémission complète des symptômes avec l'utilisation du premier antidépresseur. 3 classes d'antidépresseurs sont les plus connues. Il y a les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Les antidépresseurs agissent sur les neurotransmetteurs du cerveau en rétablissant un équilibre. L'une des hypothèses de la dépression suggère qu'il y a une hypersensibilité des autorécepteurs alpha-2 adrénergiques et 5-HT1A sérotoninergiques, causée par une diminution chronique de la concentration des neurotransmetteurs impliqués. Puisque tous les antidépresseurs augmentent la concentration d'amines réceptrices au cerveau, un traitement chronique permet la normalisation de la sensibilité des autorécepteurs. Ainsi, l'effet pharmacologique est immédiat, mais l'effet clinique est plus lent à être observé, soit environ 4 à 6 semaines après le début de la prise des antidépresseurs. Les différentes catégories d'antidépresseurs doivent être prises de façon régulière sur une période minimale de 4 à 6 mois afin de diminuer les risques de rechute. De plus, le sevrage doit se faire de façon graduelle afin de minimiser les effets secondaires. Pour traiter une dépression efficacement, le recours à un traitement combiné, soit pharmacothérapie et psychothérapie, est fortement recommandé. Il y a 2 types de psychothérapie, dont la théorie cognitivo-comportementale, qui se concentre sur les aspects comportementaux et sur les pensées problématiques. Elle vise à modifier les pensées dysfonctionnelles qui amènent une distorsion de ce que la personne pense d'elle-même et des relations qu'elle entretient avec les autres, en élaborant de nouveaux schémas de pensée. La seconde est la thérapie interpersonnelle, qui repose sur le fait que la dépression survient généralement dans un contexte où les relations sociales et interpersonnelles sont difficiles. L'objectif de cette thérapie est que le patient comprenne de lui-même de quelle façon les symptômes sont apparus ainsi que leur intensité. Aussi, ils doivent trouver des moyens de résoudre toutes les difficultés relationnelles qu'ils éprouvent afin d'apaiser leurs symptômes dépressifs. La luminothérapie est utilisée dans les cas de dépression saisonnière. Quant à la thérapie par électrochoc,
Ce traitement est utilisé en dernier recours à la suite d'un traitement pharmacologique sans résultat satisfaisant. L'objectif consiste à appliquer des chocs électriques d'1 ou 2 secondes au cerveau du patient pour favoriser la production des neurotransmetteurs en trop faible concentration. Pour finir, en plus des traitements disponibles, l'ergothérapeute a la formation nécessaire pour aider une personne atteinte de dépression. Lors de l'évaluation du client, il dégage les forces et les faiblesses de celui-ci ainsi que sa perception de lui-même. Ensemble, l'ergothérapeute et le client identifieront ses difficultés. En général, l'ergothérapeute visera l'amélioration des relations satisfaisantes entre le client et son entourage, l'augmentation des capacités d'adaptation en société, le développement ou la restauration de l'autonomie de la personne atteinte dans ses activités quotidiennes, le développement des ressources personnelles et des intérêts du client, la connaissance et l'acceptation du client face à ses limites personnelles, ainsi que le regain de la confiance en soi du client. En somme, les traitements ainsi que l'ergothérapie visent donc à soigner la dépression afin que la personne retrouve un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la communauté.